Je suis Jérôme Auriac, je dirige le cabinet Billinct et je suis ce soir avec Marie-Annick Darmaillac, qui est la secrétaire générale du groupe Bolloré. Et peut-être vous donner 2-3 éléments de contexte et laisser Marie-Annick nous donner les éléments d'illustration du sujet dont nous allons parler et sur lequel nous tenterons de répondre aux questions que vous vous poserez ou que vous nous poserez. Donc la question du dialogue avec les parties prenantes est centrale dans la définition qui a été donnée de la responsabilité sociale des entreprises par l'ISO 26000. C'est un sujet central également par déclinaison et au préalable d'un certain nombre de conditions de financement à tout un tas de projets, que ce soit des petits ou des grands projets, mais notamment par les bailleurs de fonds multilatéraux. Et c'est un sujet qui devient, en France aussi, un sujet de réflexion pour renouveler les questions de débat public. Alors, on va parler d'un cas spécifique qui est dans un pays d'Afrique, le Cameroun, sur un secteur d'activité bien précis, la question des plantations d'EVA. Mais il faut qu'on garde en tête de façon assez nette que tous ces dispositifs, ces processus sont des processus nouveaux. On les observe depuis des années se développer, mais sans réellement de cadre global partagé. On peut avoir des cadres ou des recommandations sectorielles, on peut avoir quelques recommandations ou des cadres plus ou moins figés dans certains pays, mais on a évidemment à faire face à une adaptation nécessaire aux conditions culturelles, aux conditions sectorielles et aux conditions de débat et de relations avec les parties prenantes, et notamment celles de la société civile, qui sont très liées aux contextes locaux. Donc le sujet dont on va parler, c'est un sujet qui touche, on l'a dit, au Cameroun, mais surtout qui met en œuvre un processus qui a été initié il y a plusieurs mois de cela, à l'initiative d'une organisation qui s'appelle Sherpa, et qui a vu il y a quelque temps le PCN, le point de contact national de l'OCDE en France, faire la médiation en fait d'une discussion entre Sherpa et le groupe Bolloré à propos d'un sujet qui est le sujet des plantations d'EVA au Cameroun. Donc je vais laisser maintenant la parole à Marie-Annick Darmaillac du groupe Bolloré pour nous expliquer un peu les tenants et les aboutissants de ce projet et en quoi on peut imaginer qu'il devienne une bonne pratique, autrement dit qu'on puisse après éventuellement penser le répliquer. Merci Jérôme, bonsoir à tous. Alors je préfère, effectivement, je préfère qu'on dise, on espère que ça deviendra une bonne pratique, parce qu'à ce jour, l'idée c'était plutôt de vous livrer un témoignage, de recueillir aussi vos observations. On n'en est pas encore tout à fait à la best practice, c'était ma première observation. La deuxième, c'est vrai que le thème de cette conférence, c'est le temps du choix, et je crois que s'agissant du dialogue avec les parties prenantes, on n'est plus dans le temps du choix, je crois qu'on est déjà au cœur du sujet. Alors, pourquoi ce témoignage ? Parce qu'effectivement, le dialogue avec les parties prenantes, pour nous, ça rentrait classiquement dans notre politique RSE, dans notre politique d'intégration locale, et donc dans une démarche volontariste, et j'allais dire qu'on espérait maîtriser. Et puis l'expérience qu'on fait et qu'on est en train de faire, c'est effectivement un dialogue qui nous est un peu imposé, et d'où l'idée de savoir comment se comporter dans ce type de circonstances, comment gérer les choses au cas par cas, et voilà, discuter avec vous de ces différents points. Donc Jérôme l'a évoqué, le point de départ de ce dialogue, c'est la saisine du point de contact national de l'OCDE. Alors, tout le monde ne connaît pas encore ce point de contact national. En fait, c'est un lieu de dialogue et de médiation entre les entreprises et les acteurs de la société civile pour vérifier si les principes directeurs de l'OCDE sont ou non violés par les entreprises ou peut-être par d'autres organismes. En l'espèce, donc, plusieurs ONG ont saisi le point de contact national français, mais aussi des points de contact nationaux en Belgique et au Luxembourg, pour la violation de principes directeurs par la société Bolloré, mais aussi par d'autres sociétés. Donc, très concrètement, cette saisine
que l'on ne voulait pas qualifier plainte, mais qui ressemblait quand même à une plainte, a été dirigée chez nous vers la direction juridique, et aussi très concrètement, on a commencé à répondre avec des arguments de pur droit. Arguments de pur droit, c'est-à-dire qu'on a regardé la plainte, on a dit en fait dans la société visée, on est actionnaire minoritaire, il y a une série de raisons qui font que normalement on n'est pas concerné. D'autre part, la plainte a été rendue publique, ce qui est contraire au texte, et donc là aussi on a porté plainte donc, contre les ONG, enfin contre l'ONG française, donc contre Sherpa, en diffamation. Donc on était loin d'un processus et de dialogue et de médiation. Et ça, c'était en décembre 2010. On est en juin 2014. On commence aujourd'hui à lancer un plan d'action. C'est dire que pendant ces années, on a évolué. L'entreprise, de notre côté, a évolué. On s'est rendu compte qu'on avait sûrement intérêt à dialoguer, à être dans un dialogue, même si on en contestait, au fond, les fondements, l'initiative, même si la notion de relation d'affaires qu'on a beaucoup contestée, enfin ça, on y reviendra si vous avez des questions là-dessus. En fait, on pouvait considérer qu'on avait une influence et qu'on devait exercer notre influence sur l'entreprise qui était mise en cause. Et donc, au bout de plus de 2 ans, on a accepté de rentrer dans un dialogue avec ces ONG par le biais du point de contact national. Et donc, là aussi, plutôt que d'être dans une situation un peu de défense, de repli, en répondant point par point finalement à toutes les critiques qui étaient faites, on s'est mis d'accord, et là avec l'ONG, pour dire bâtissons plutôt ensemble un plan d'action pour améliorer la situation locale. Et donc c'est ce qu'on est en train de faire, et vous voyez que le temps a passé et qu'on peut souhaiter qu'entre-temps les choses évoluent aussi, parce que ce mécanisme qui est nouveau et prend du temps. On voit bien que ce matin, moi je n'étais pas arrivée, mais on m'a fait part des propos de Jean-Claude Bailly de la Poste, enfin, qui parlait de confiance entre les parties. C'est vrai que la confiance, elle ne se décrète pas, et en même temps, on ne peut continuer à avancer dans ce processus que si on se fait un minimum confiance. Alors, ce n'est pas une confiance peut-être absolue, mais c'est un minimum confiance. Ça, je crois que c'est important de le dire. Dès l'instant qu'on s'engage dans un dialogue, on doit, à minima, sans faire part d'un optimisme béat ou angélique, on doit, à minima, avoir confiance dans celui qui est en face de vous. C'est un peu ce qu'on a essayé de faire. La difficulté, quand même, c'est que c'est pour ça s'il y a d'autres exemples, ce serait intéressant d'en parler. Nous, on se trouvait un peu quand même à la marge de ce dispositif. On a eu le sentiment que Bolloré avait été attrait dans ce process parce que Bolloré était connu, et qu'au fond, enfin c'est pas un sentiment, c'est la réalité, et qu'au fond c'est pour ça aussi qu'on devait user de notre influence. C'est un point de départ qu'on peut contester ou pas, mais qui fait que, en tout cas, on a engagé le dialogue. Il y a d'autres questions que ce dialogue pose. Alors peut-être ça sera dans un deuxième temps, mais si vous voulez réagir là-dessus, c'est pour nous, parce que c'était une vraie question, c'est la légitimité des interlocuteurs qui sont en face de nous. Je ne parle pas des ONG qui ont saisi le point de contact national, puisqu'à ce titre, j'allais dire, ils sont reconnus en tant que tels, mais travailler avec des partenaires locaux, pour une entreprise, ce n'est pas toujours évident, c'est-à-dire de savoir quels sont les partenaires, j'allais dire, utiles, et je vois bien en disant déjà ce mot qu'utile est inadapté. En fait, je pense que dès l'instant que quelqu'un se manifeste et représente quelque chose, et a un pouvoir aussi, et là ça fait le lien un petit peu avec les discussions de tout à l'heure, les réseaux sociaux de toute façon diffusent toutes ces informations, donc on ne peut pas se dissimuler en disant que telle ONG n'est pas représentative ou tel groupement n'est pas représentatif. De fait, ils viennent porter une parole, et de fait, on est obligé de l'entendre. Après, c'est vrai que les outils pour instaurer ce dialogue, les outils pour avancer sur un plan d'action, on voit bien qu'ils sont en construction, et que c'est ça qui est compliqué
à mettre en œuvre. Et c'est là aussi, c'est pour ça moi ça m'intéressait d'être plutôt, je disais, dans un témoignage que dans une best practice, parce qu'on n'en est pas là, mais c'était d'échanger avec vous justement sur ces sujets-là, évidemment la responsabilité, mais aussi la confiance, cette confiance qui se crée quand on veut être dans un dialogue, enfin qui doit exister à minima, mais aussi la représentativité, la légitimité, finalement, voilà un petit peu les sujets que, en tout cas moi, qui aujourd'hui me préoccupent sur cette question. Et je pense qu'il y a un point complémentaire qui est de savoir justement à quelles conditions un cas pratique est après déclinable à l'ensemble des activités d'un groupe. Autrement dit, encore une fois, les outils de dialogue étant pour certains existants depuis longtemps dans d'autres cercles, dans la diplomatie ou dans la concertation, dans la gestion du consensus ou des compromis. La question, c'est à quel point l'entreprise est capable d'absorber ces nouvelles pratiques, d'en faire des politiques et des process qui ne viennent pas jouer contre ni l'intérêt de l'entreprise, ni contre l'intérêt des parties prenantes. Et c'est un des sujets, je pense, qui est malheureusement pas très bien traité, voire pas du tout du point de vue académique. Donc on n'a pas de retour totalement neutre sur ces approches, de savoir jusqu'à quel point on peut aller en termes de mise en œuvre de ressources nouvelles, complémentaires ou supplémentaires de la part des acteurs pour gérer ce type de processus. Du côté des associations, c'est la même chose. Les ressources sont très limitées pour participer à toutes ces initiatives. Donc, qui paye pour que les organisations puissent être représentées correctement? Est-ce que ça doit être des financements publics? Est-ce que c'est les organisations qui doivent trouver des nouveaux financements pour le faire? Est-ce que les entreprises doivent contribuer? Enfin, c'est des questions qui sont en l'air et pour lesquelles il n'y a pas aujourd'hui de réponse totalement tranchée. Tout le monde n'est pas non plus préparé à avoir le même niveau de connaissance des sujets. Donc, comment adapter les informations pour que chacun puisse s'exprimer en connaissance de cause. À Paris, on peut traiter des sujets, ou on va dire ici, on traite des sujets de façon spécialiste, mais on ne peut pas se mettre à la place des individus et des citoyens qui, eux, sont concernés directement par les projets. Donc, arriver à faire cette traduction à la fois du haut vers le bas de ce qu'est une politique d'entreprise, de comment elle se met en œuvre, à quelles conditions elle peut être durablement inscrite dans les pratiques, et inversement, comment les organisations de la société civile, seules ou avec leurs partenaires, peuvent s'organiser pour traiter ce type de sujet, traiter via des représentants ou traiter en direct. Aujourd'hui, tout ça n'est pas écrit. La seule chose dont on soit sûr, c'est effectivement qu'on est engagé dans un processus et que le chemin est tracé. On n'a pas tellement le choix ni de revenir en arrière, ni de ne pas continuer. Pour exemple, je ne l'ai pas précisé, mais notre histoire de saisine du PCN, c'est venu effectivement de la violation estimée de principes directeurs de l'OCDE. Et en fait, c'était des riverains des plantations des palmiers à huile qui s'estimaient lésés finalement qui s'estimaient lésés dans le fonctionnement de ces plantations et qui estimaient que les plantations fonctionnaient au mépris de leurs droits et au mépris des principes généraux de l'OCDE. Mais très concrètement, nous avons aujourd'hui une plainte, une saisine au Cameroun qui se traite avec des partenaires en France, sous l'égide, j'allais dire, du point de contact national, mais tout naturellement, ces plantations et les propriétaires de ces plantations ont d'autres plantations dans d'autres pays d'Afrique et d'Asie. Et donc, il y a une coordination qui s'est créée entre une alliance de ces riverains. Et aujourd'hui, c'est vrai qui demande finalement au groupe Bolloré, très concrètement, d'assurer un petit peu ce rôle de facilitateur ou d'interface ou d'exercer son influence comme on a commencé à le faire au Cameroun, de le faire dans les autres pays. Et c'est vrai que c'est pour le coup, là aussi, on est hors cadre. Je veux dire, d'une certaine façon, le point de contact national a quelque chose de rassurant, en fait, de légal, puisqu'on s'accroche un peu à quelque chose de légal. Là, sur cette alliance, l'alliance des riverains des autres pays, on est hors cadre légal. Et
beaucoup de juristes travaillent là-dessus, le droit souple, le droit mou, ainsi de suite, peu importe. Nous, la question justement aussi par rapport à ces représentations, très concrètement, c'est aussi la légitimité de ces représentants et aussi, du coup, l'impact que ça peut avoir, parce qu'on est une entreprise responsable aussi de ce point de vue-là, avec les autorités locales. C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus faire venir, en tout cas on doit être attentif quand on reconnaît, finalement on donne une reconnaissance à des représentants locaux, on les fait venir en France, à Paris, ça n'est pas sans incidence sur ensuite la place qu'ils vont occuper dans un dialogue local. Donc c'est ces sujets-là sur lesquels, enfin, à la fois c'est formidablement intéressant parce qu'on a complètement, on sait bien qu'on construit quelque chose et qu'on le co-construit, qu'on ne sait pas trop ce que sera demain, mais qu'en même temps on avance. Mais c'est vrai que hors cadre juridique, réellement hors cadre juridique, et avec chaque fois l'inquiétude de ne pas de porter atteinte. Oui, encore une fois, la question aussi de l'interface, très concrètement pour nous, ces plantations sont dans des pays où, par ailleurs, Bolloré a ses propres activités, et c'est vrai qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait, je le dis en présence de Dalila, il n'y a pas de raison que ce point-là soit mêlé avec nos activités, par ailleurs, en Afrique. Donc c'est vrai qu'on a le souci aussi d'être précis et rigoureux dans qui fait quoi, qui est responsable de quoi. Voilà, c'est ces interrogations, moi, que j'avais envie de partager avec vous, et peut-être surtout d'avoir vos interrogations ou vos témoignages pour... parce qu'encore une fois, on n'est pas nous, on l'a vécu comme quelque chose de nouveau, on n'avait rien de construit, on est un petit peu en train de construire. D'autres entreprises, d'autres ONG ont beaucoup plus d'expérience que nous en la matière. Je veux dire, c'est l'expérience, c'est pour ça que ce n'est pas une best practice, c'est l'expérience de novice en la matière. Alors, on peut peut-être commencer s'il y a des questions plus ou moins précises dans la salle. Il y a des juristes émérites qui connaissent les sujets, donc je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà été confrontés à ce type de situation, ou en tout cas ont des réflexions qui peuvent nourrir un peu la discussion. Si vous voulez bien vous présenter, vous levez, parler haut et fort. Je vais être honnête et précise, dans un premier temps, on ne l'a pas géré. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas le gérer, ce qui veut dire que justement, on a le souci, on est en train de se dire qu'on va construire un espace de dialogue, justement avec ces parties prenantes, et pour expliquer à la fois, j'allais dire, peut-être pas au jour le jour, mais enfin régulièrement, les avancées de notre plan d'action, puisqu'il s'agit d'un plan d'action, et puis recevoir finalement les observations des uns et des autres. D'autre part, localement, il est clair aussi que si je rentre concrètement dans le détail des plantations et du Cameroun, on a plusieurs plantations qui sont disséminées dans tout le Cameroun. Il faut bien que l'information entre les différentes plantations et autres circule. Donc c'est vrai qu'on va utiliser bien sûr des plateformes collaboratives pour... Enfin, là aussi, il y a une question un peu de moyens à mettre en œuvre. Enfin, c'est des choses que pour l'instant... on n'avait pas mis en œuvre et qu'on met en œuvre, qu'on va mettre en œuvre avec prudence en même temps. En même temps, je vous dis, à la fois on n'a pas le choix, mais enfin, en même temps, dans la manière, c'est l'idée de communiquer, d'informer sur ce qu'on fait. Et de toute façon, je le disais tout à l'heure, c'est vrai que ces représentants ne nous attendent pas pour eux communiquer entre eux par les réseaux sociaux. Voilà. Donc il est clair qu'il faut aussi qu'on rentre dans ce dialogue-là. Oui, je comprends d'autant mieux la situation que j'ai travaillé avec la directrice de communication de Bayer Group. C'est 8000 produits par an, dont 2000 qui sont attaqués, quoi. Donc vous ne pouvez pas parler, vous ne pouvez pas dire en groupe que vous faites partie de Bayer. C'est très très dangereux, quoi. Vous pouvez être sûr que quelqu'un dans l'assemblée va dire « Ah, ces salopards, ils font ci, ils font ça », quoi. C'est un peu le cas d'un grand groupe. Et en fait, je sais que la directrice de la com s'est battue sur le groupe international pour réussir à mettre en place une plateforme collaborative, gamifiée parce que ça permet de contrôler, mais une plateforme collaborative qui permet à tout le monde de s'exprimer quand même sur le sujet, y compris effectivement les détracteurs.
Et ça a été une bagarre dans le groupe phénoménale, parce qu'évidemment, il y a ceux qui veulent contrôler, enfin les juristes, etc., etc. Et puis il y a ceux qui disent non, on va ouvrir et on va semi-contrôler. Mais je dois imaginer que ce n'est pas évident au sein d'un groupe de piloter ça. C'est comme le choix, si vous voulez, qu'on a fait au tout début, de dire soit on répond d'une manière purement juridique à ces interpellations, et donc en portant plainte de notre côté, en contestant point par point, ou au contraire, on se rend compte qu'on doit aussi dialoguer. C'est un peu le même. Chaque fois, c'est des changements de culture au sein de l'entreprise. Mais encore une fois, qui se font avec prudence, quoi. Voilà. Bonjour. Bonjour. Coupez le micro. Bonjour, Sandra Cossard de l'association Sherpa, justement, qui a déposé plainte contre Bolloré devant le point de contact national. Sherpa est une association de juristes et d'avocats. Alors, on travaille avec Marie-Annick, justement, d'Armagnac sur ce sujet-là, et c'est vrai qu'il y a, sur les 4 dernières années, un changement de paradigme du groupe, et donc une certaine confiance qui peut se créer entre les personnes qui travaillent sur le sujet, pas forcément au niveau des institutions ou des organisations qu'elles représentent. Et je pense que cette confiance n'a pas encore traversé l'ensemble des organisations, et je pense que notamment la confiance au niveau des riverains, elle n'est pas là. Les communautés de victimes qu'on représente et qu'on a représentées dans cette plainte ne sont toujours pas satisfaits de ce qui se passe sur le terrain. Donc la confiance, elle n'est pas encore là. Je pense qu'elle doit se diffuser. Si je devais revenir sur le point droit dur, droit mou, on n'est pas dans un cadre juridique. Je pense qu'au contraire, justement, en utilisant les principes directeurs, bien qu'on ait beaucoup de critiques sur cet outil, qui est un outil dit d'autorégulation, de droit volontaire, on est dans un cadre juridique et il y a des contraintes pour les entreprises. Alors je ne sais pas si le fait de dire on est hors droit, c'était pour les autres plantations, donc hors soca palme. Là, on est dans un cadre quand même assez réglementé, voire contraignant, même si la critique qu'on fait sur les principes directeurs, c'est que c'est un outil de droit mou, au sens, c'est à la seule discrétion de l'entreprise de venir ou pas s'asseoir à la table des négociations, d'où la difficulté pour nous de pousser pour ce type d'outils et de demander qu'il y ait davantage de réglementation dite dure, et le fait notamment de travailler sur une proposition en ce moment sur le devoir de vigilance et la responsabilité des sociétés mères pour l'activité de leurs filiales, notamment à l'étranger. Moi, je ne sais pas si certains veulent réagir. C'est vrai qu'on peut presque... Enfin, pour l'entreprise aussi, on peut se dire que sur ces sujets, réellement, réglementer, alors après, mais avoir une réglementation plus précise serait quand même intéressant. Si on reprend notre exemple, quand le point de contact national décide que Bolloré est en relation d'affaires avec la société qui est visée, au fond par la saisine, la notion de relation d'affaires, elle est liée au fait qu'on a un poste d'administrateur et un actionnariat inférieur à 10%. Donc, après, en tout cas, c'est comme ça, et que le PCN estime au fond, c'est pour ça que pour moi le droit il mériterait aussi d'être précisé, quand on nous dit aussi que finalement Bolloré a le plus fort potentiel pour régler un litige. C'est vrai que pour moi c'est pas tout à fait du droit très précis, mais encore une fois, là où on s'accorde, c'est sur le fait qu'on a une influence qu'on peut exercer. C'est pour ça qu'on était plus sur la notion d'influence que de relation d'affaires, mais j'allais dire, voilà, peu importe. Ouais. Mais l'idée de légiférer, au fond, de l'expérience que l'on a aujourd'hui, je trouve que il y a moins d'insécurité, justement, dans le fait de légiférer, au fond, que de... Après, ça se discute, hein. Je pense que d'autres entreprises ont d'autres expériences, mais de ce qu'on vit là, je pense qu'on aurait, nous, intérêt à ce qu'il y ait une réglementation plus précise.
Ça serait très intéressant que ce type de discours soit entendu par les organisations patronales qui, en général, sont sur un plus petit dénominateur commun et donc beaucoup plus conservatrices et réactionnaires que certains de leurs membres. Donc, faites passer votre interprétation. Je trouve que le débat est très intéressant. Je suis Laurence Tovy, je préside la commission RSE du CIAN, donc organisation patronale si on en veut. Plusieurs sujets. Alors effectivement, légiférer peut-être, mais alors on parle de responsabilité d'une société mère vis-à-vis d'une filiale, potentiellement qu'on contrôle à 100%, et déjà ça pose quand même problème. Alors qu'en est-il, en tout cas de l'avis des ONG, quand on parle de sous-traitance, où il n'y a pas de lien capitalistique? Et aujourd'hui, on demande aux entreprises, aux grandes entreprises, on va dire françaises ou européennes ou américaines, de presque être redevables et responsables de ce que font leurs sous-traitances. Ça, c'est un vrai sujet, donc la législation peut aller très 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 loin, à la limite si on veut être jusqu'au boutiste. C'est une première observation. La deuxième observation, c'est que sur le dialogue, on va dire, avec les parties prenantes, et notamment avec une des parties prenantes qui sont la société civile et les ONG, il y a une partie des ONG qui est prête à rentrer dans ce dialogue, et puis il y a une partie qui n'est pas prête à le faire. Donc comment l'entreprise fait-elle, et comment au sein, je dirais, de la communauté des ONG, vous abordez cette question du dialogue ou non avec l'entreprise? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un consensus dans la communauté des ONG pour, oui, parler de façon constructive avec le monde de l'entreprise? Le troisième point qui dérive, c'est qu'on avait fait un travail l'année dernière au CIAN d'identification de quelques bonnes pratiques en matière de RSE. Et Lafarge nous avait parlé de son stakeholder panel qui tiennent donc de façon évidemment régulière et structurelle. Est-ce que, Jérôme, vous considérez que c'est effectivement une bonne pratique aujourd'hui à mettre en place au sein des entreprises et avec quelles conditions? Ça fait beaucoup de points. Mais peut-être y répondre à l'envers, puisque Laurence, tu me poses la question en premier, puis je ne me sens pas légitime pour répondre pour les ONG. En revanche, en tant qu'observateur, je peux donner un avis. Sur la troisième partie, qui est est-ce que les stakeholder panels, c'est des bonnes pratiques, c'est la moindre des choses. On ne peut pas considérer que c'est suffisant de réunir un certain nombre d'organisations une fois de temps en temps, alors qu'on a une activité diverse, complexe. Comment faire en 2 heures, 3 heures ou même 4 heures de temps pour partager cette complexité et tout ce que ça veut dire en termes de parfois de paradoxes ou de nécessité d'information dont je parlais tout à l'heure. Quel niveau d'information on donne aux gens qu'on invite pour pouvoir réellement avoir un dialogue avec eux ou avec elles. Donc oui, c'est bien, mais c'est à notre sens, puisque c'est des sujets sur lesquels on travaille au quotidien, c'est pas suffisant. Le fait d'avoir des pratiques locales est important. Le fait de promouvoir des politiques internes dans les entreprises est important. Le fait de renouveler et de s'obliger à renouveler les moyens de dialoguer, y compris le dialogue, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on travaille ensemble, mais au moins avoir la capacité de créer les moments d'écoute. Et puis après, créer les conditions pour, avec celles et ceux des parties prenantes qui le souhaitent, travailler à des formes de progrès conjoints dont tout le monde pourra s'enorgueillir d'y avoir participé, nous paraît beaucoup plus intéressant. Un certain nombre d'entreprises, pour des questions de gestion de leurs risques, ont déployé des pratiques extrêmement précises, complexes sur cette question de la relation avec les parties prenantes, y compris à l'échelle des projets, avec des budgets, avec des métiers, avec des gens formés en permanence dans l'entreprise. Donc ça n'est plus l'apanage des dirigeants qui font une fois par an leur représentation devant un certain nombre de parties prenantes choisies, souvent d'ailleurs dans un espace très contrôlé. Je pense que ça fait partie du jeu aussi de la mondialisation et de la globalisation des échanges et de la globalisation des échanges avec la société civile que d'accepter cette complexité, y compris le débat contradictoire. Mais pour venir à une réponse un peu en boucle, on a encore beaucoup à inventer pour créer les conditions d'une information et d'un dialogue qui soient vraiment équilibrés. La transparence en fait partie, les réseaux sociaux peuvent aider à ça. La transparence de l'information sur les processus, sur les moyens, sur les arguments. Et puis, je parlais des entreprises qui font ça pour gérer le risque. Il y en a un certain nombre qui développent des processus beaucoup plus
préventif et pas nécessairement de risque, mais de réflexion sur demain, sur les nouveaux modèles, sur la façon dont les organisations de la société civile peuvent aider finalement par leur point de vue, parfois complètement orthogonal avec celui de l'entreprise, à développer des nouvelles façons de penser les métiers, les produits, les services. On est plus dans le domaine de l'innovation. C'est des choses qui ressemblent beaucoup à l'innovation de rupture, quelque chose comme ça, mais c'est sur des, on va dire, sans vérité scientifique. On est plus dans le soft, et c'est la confrontation des idées qui fait sortir des nouvelles idées. Donc ça, des choses existent, mais c'est encore relativement nouveau. Le domaine de l'innovation sociale est un des sujets un peu actuels sur lequel on voit ce type de pratique se développer. Et puis peut-être juste, je ne pourrais pas répondre sur le premier point parce que je ne suis pas compétent, mais sur le second qui était la dichotomie entre une partie des associations ou des ONG qui seraient contre le dialogue ou le travail avec les entreprises et l'autre partie pour. Nous, l'expérience qu'on vit depuis quelques années, c'est qu'il y a finalement très peu d'organisations radicales et plutôt une grande majorité d'organisations qui n'ont pas les moyens de se positionner. Une petite frange des organisations qui ont des moyens, autrement dit des ressources et des ressources humaines capables d'appréhender ces sujets et d'en faire des sujets d'influence ou d'en faire des sujets de confrontation ou de dialogue, voire de création ou de co-création de projets nouveaux. Une grande majorité des organisations qui ne savent pas trop comment s'y prendre et qui ont une vision, me semble-t-il, assez manichéenne de ce qu'est une entreprise. Et bon an, mal an, on n'y peut rien, c'est comme ça. Donc il faut faire avec, et il faut faire œuvre de pédagogie. Et il faut aussi reconnaître qu'on ne peut pas symboliser l'ensemble de ce qu'est l'économie par les entreprises par un exemple unique, mais inversement, que si on veut que les gens nous écoutent, il faut faire l'effort d'aller aussi vers eux. Donc c'est un travers, malgré tout, qu'on observe chez les entreprises, de ne pas être particulièrement proactif à chercher ce dialogue, parce que finalement, beaucoup considèrent que c'est une perte de temps. Et du côté des associations, de se dire qu'elles aimeraient bien avoir peut-être plus le temps, parce que ce n'est pas leur priorité non plus, plus le temps de se poser la question, de savoir à quelles conditions c'est intéressant de se rapprocher des entreprises, peut-être pour avoir plus de financement ou diversifier des financements, mais pas seulement. Énormément d'entre elles, dans des cercles Coordination Sud, le CRID, discutent des implications politiques, je dirais pas idéologiques, mais en tout cas débattent des idées qui sont au fond de cette question de l'interaction. Est-ce qu'on la maîtrise? Est-ce qu'on la maîtrise pas? Est-ce qu'on doit être proactif? Est-ce qu'on doit éviter de servir de caution aux acteurs économiques? Enfin, tout ça, c'est des débats encore actuels, mais on voit quand même un mouvement qui est plutôt un mouvement qui considère que l'entreprise aujourd'hui fait partie du paysage et qu'on ne peut pas l'éviter. Donc, puisqu'on ne peut pas l'éviter, le minimum qu'on puisse faire, c'est de dialoguer ou de l'écouter pour essayer de la comprendre quand on est une association. Et puis, à l'inverse, pour les entreprises, le monde associatif, on ne peut pas l'éviter. Donc on doit faire aussi cette œuvre de patience, d'écoute et d'accueil si on veut mieux anticiper des éventuelles situations risquées ou problématiques, ou si on veut éventuellement innover. Pardon d'avoir été un peu long. Oui, je suis Étienne Giros, le président délégué du CIAN, au nom duquel Laurence Tovy vient déjà de s'exprimer. Donc les entreprises ont été un petit peu mises en cause, donc je crois nécessaire de dire 2-3 choses à nos amis des ONG. D'abord, pardonnez-moi, mais vous dites l'entreprise, des gens qui disent on ne peut pas les éviter, elles sont là. Non, il faut les souhaiter. L'entreprise est la seule source de richesse et la seule création de richesse sur cette terre. Donc, il ne faut pas dire l'entreprise, on ne peut pas l'éviter. L'entreprise, il faut la souhaiter. Donc déjà, l'entreprise n'est pas un ennemi, première chose. Deuxième chose, nous pensons, c'est une organisation patronale, le CIAN, nous pensons qu'à côté de l'entreprise, il faut des règles, une gouvernance, des règles de gouvernance, des règles d'organisation et des règles du jeu. Et qui les fixe? C'est l'État et d'autres organisations qui peuvent être les organisations internationales ou les ONG. Nous mettons dedans. Et donc, il n'y a pas du tout d'ostracisme contre les ONG. Et au fond, les entreprises sont à la recherche de règles pour travailler. Elles demandent d'avoir des règles du jeu qui sont appliquées de manière égale pour tout le monde. Mais on n'est pas contre les règles du jeu. Donc, on ne s'oppose pas à ça. Troisièmement, je pense qu'il ne faut pas croire qu'il ne faut pas
attaquer l'entreprise avec un mauvais regard et lui prêter des mauvaises intentions. Il y a toujours des brebis noires ou galeuses dans des groupes, et il y aura toujours des gens qui sont pas clairs, qui fraudent la loi, qui font des choses très mal. Mais en général, l'entreprise, elle ne se lève pas le matin, ou le chef d'entreprise ne se lève pas le matin dans comment je vais pouvoir contourner la réglementation. Évidemment, si la réglementation est faite d'une manière coordonnée et en participation et en dialogue, c'est mieux. Mais donc, ne partez pas de l'idée préconçue que l'entreprise cherche toujours à contourner la réglementation pour augmenter son profit. Elle cherche à travailler en sécurité et à gérer le risque qu'elle a pris en investissant. Et puis, quatrième remarque que je voulais faire quand même, c'est une petite remarque sur l'exemple de Marie-Annick Darmaillac sur Bolloré est frappant pour ça, parce que c'est un grand groupe, et en général, on constate quand même qu'un certain nombre d'ONG ou d'organes de presse ou de médias ont plutôt tendance à attaquer les grands groupes d'une manière paradoxale, alors que le grand groupe fait plutôt bien, ou cherche à faire bien. Pourquoi ? Parce que médiatiquement, c'est bien plus utile et rentable, si je puis m'exprimer ainsi, pour l'ONG, et c'est surtout plus facile. Il y a une adresse, on sait comment attaquer, il va y avoir du répondant, le groupe va se sentir fragilisé, donc il va répondre, c'est plus commode. Or, c'est en général le grand groupe, ou la société installée, qui respecte le mieux la réglementation. Et ce qui peut, moi, j'ai vécu, je connais des affaires qui étaient, par exemple, dans le domaine de la forêt, où ce groupe ou cette société était sans cesse attaquée par les médias et les ONG, parce que c'est pas bien vu de couper des arbres pour la planète, alors que tout était fait totalement dans la réglementation, et finalement, par fatigue et par usure, la société en question a jeté l'éponge. Elle a quitté ce métier, et d'autres opérateurs ont pris la place. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils n'ont absolument plus respecté les règles. Donc quelquefois, on fait des actions qui vont exactement dans l'objectif inverse. Donc, en tout cas, dites-vous que l'entreprise et les organisations patronales ne sont pas du tout opposées au dialogue, et elles sont pour les règles et la régulation. Nous sommes demandeurs de régulation, à condition qu'elle soit quand même faite d'une manière un petit peu participative quand même, c'est-à-dire pas uniquement exclusive. Voilà. Anna Lutsky, journaliste à l'agence de presse AEF Développement Durable. Du coup, je rebondis puisque donc, vous venez de dire que les entreprises étaient demandeuses de réglementation. J'en profite pour reposer du coup cette question. Seriez-vous favorable à une loi proposant un devoir de vigilance des entreprises vis-à-vis de leur chaîne de sous-traitants et de filiales qu'elles ne contrôlent pas de manière majoritaire sur leurs impacts environnementaux et sociaux? L'exemple que j'évoquais n'était pas un exemple de mise en cause de sous-traitants. Donc c'est pour ça peut-être que j'ai une position beaucoup plus tranchée. Moi, j'ai quand même tendance à penser, alors il faut qu'on a intérêt à... Je pense qu'il y a une sécurité... Enfin, moi, je crois, peut-être parce que je suis juriste de formation, mais je crois à la sécurité juridique au fond. Hein. Donc, et puis qu'en fait, Étienne Géros l'a rappelé, pour une société aujourd'hui, le risque réputationnel, c'est sûr qu'il n'y a pas de sanction, mais le risque réputationnel, s'il y a des attaques de ce type sur des manquements à des principes ou autres, et je veux dire, on ne mesure pas, enfin je veux dire, l'impact, il est peut-être beaucoup plus important que des dommages et intérêts qui seraient cantonnés ou autres. En fait, je veux dire, il ne faut pas sous-estimer ce risque réputationnel pour des entreprises. Donc, moi, je suis effectivement plutôt pour une réglementation. Mais, encore une fois, je ne représente pas les entreprises. Hein, c'est aussi mon point de vue. Je voulais juste revenir sur les commentaires qui avaient été faits, notamment sur... pourquoi toutes les ONG ne devraient pas participer à un dialogue constructif. Ça fait partie des termes souvent entendus. L'entreprise veut une démarche de progrès et les ONG devraient être dans un dialogue constructif. Un, le dialogue constructif, ça prend du temps. Deux, c'est pas toujours très utile. Et trois, les ONG n'ont pas forcément les ressources pour. Et donc, je pense que ça fait partie de la biodiversité, justement, de la vie des ONG, qu'il y en a qui sont contre le dialogue constructif, et ça fait aussi avancer et pousse les entreprises, et d'autres qui sont pour. Donc, il ne faut absolument pas chercher à que toutes les ONG soient en faveur de ce dialogue-là. Et sur le premier point, je ne suis pas sûre d'avoir bien entendu. Est-ce que ça vous choque aujourd'hui qu'on demande aux entreprises
d'être responsables de leurs filiales et non pas quand elles sont justement à 100% et de leur chaîne de sous-traitants, ou je ne suis pas sûre d'avoir bien entendu. Ça inclut en effet des difficultés, mais ce qui serait demandé aux... sont parfois impossibles à faire. Enfin, quand on parle d'un certain nombre de sous-traitances, la réalité de l'entreprise, c'est que vous ne connaissez pas forcément l'ensemble des pratiques de votre sous-traitant. Alors, justement, c'est ce le qui serait principe de demandé. précaution, c'est de dire, ok, donc j'arrête de travailler avec ce sous-traitant, et dans quel cas vous allez replonger un certain nombre de pays dans des belles crises économiques, parce que la sous-traitance a aussi contribué à développer un certain nombre de pays. Non, mais vous pouvez faire l'inverse. C'est compliqué à faire. Ce que je veux dire, c'est où est-ce qu'on place le curseur. Dans vos relations contractuelles, proposer un certain nombre de clauses qui font en sorte que votre sous-traitant va mettre en place les conditions pour ne pas violer les droits humains, et vous n'allez pas vous cacher en tant qu'entrepreneur. Ce sont des choses auxquelles on réfléchit dans le contexte de local content, par exemple, tout le contenu local qui amène petit à petit à la sous-traitance, à du sourcing local. Et il y a des questions de formation. Donc, par exemple, qui va former... Enfin, il y a énormément de choses à la clé dans les pays émergents, de questions qui se posent pour effectivement faire en sorte que ces notions de responsabilité, aujourd'hui, que vous exigez, je dirais logiquement de la part des grandes entreprises européennes ou américaines, puissent aussi se décliner sur des entreprises des pays émergents. Et là, le problème, c'est jusqu'où la responsabilité de la formation doit porter sur celui qui fait appel à la sous-traitance. C'est quels sont les dispositifs, par exemple institutionnels, qui aideraient à la formation dans ces pays-là pour qu'effectivement ces notions s'étendent plus largement. Oui, mais je pense que voilà, c'est long et c'est compliqué. Donc je dis légiférer, c'est bien intellectuellement, mais derrière, ça quand même suppose en fait et de la formation et de l'appropriation au niveau local. Oui, mais c'est ce qu'on entend tous les jours dans les entreprises, dans la mesure où c'est compliqué, même certains juristes nous le disent, n'avançons pas, commençons à réfléchir. Quand on est sur les impacts des entreprises, on peut se dire aussi qu'au niveau de la chaîne de sous-traitance, une entreprise ne peut pas se cacher, par exemple, derrière le fait qu'elle ne connaissait pas son sous-traitant ou le sous-traitant de son sous-traitant, si elle lui a mis des délais et des tarifs qui sont de toute façon impossibles à respecter. Donc ne soyons pas faussement étonnés des conséquences. Et je pense que sur la chaîne de sous-traitance, il y a suffisamment d'études aujourd'hui qui montrent jusqu'à quel point on peut être responsable dans sa chaîne de sous-traitants. Et c'est en ça que les députés portent cette proposition de loi. Guylaine. Oui, si vous permettez, donc Guylaine Yerceau, je vais intervenir là au nom je viens de quitter un grand groupe. Et là, maintenant, je viens de créer un cabinet conseil qui s'appelle Sage et Responsable. Sérieusement, et c'est sérieux, hein, quand j'ai travaillé beaucoup sur tous ces sujets, donc oui, c'est vrai, j'ai vraiment une mauvaise habitude. J'ai travaillé beaucoup sur tous ces sujets, mais moi, je veux dire l'exemple, même si je sais qu'il ne peut pas être généralisé. On a beaucoup travaillé dans les entreprises sur REACH. REACH sur les substances chimiques. Pour l'adoption de ce dispositif au niveau européen, on a su mettre en place, pour les grands groupes, pour même des PME, les grands groupes, tout un dispositif de connaissances dans la sous-traitance, pour les fournisseurs, pour tout, un dispositif qui était très lourd, parce que je sais que dans le groupe dans lequel j'étais, je m'en suis occupée, donc je sais quel dispositif. C'était, comme le dit très justement bien madame, c'est une réglementation, un règlement qui a été mis en œuvre dans ce... Mais on a pu aller très loin dans le dispositif et connaître les filiales aussi, la connaissance des filiales, la connaissance des fournisseurs, la connaissance des origines des produits et tout ça. Je pense que ça pourrait être un modèle. Alors c'est au niveau européen, et je vous rappelle quand même qu'il y a plusieurs pays, dont les États-Unis, la Corée et d'autres qui ont voulu que ça s'applique. Et on applique le dispositif aussi pour les produits qui entrent en Europe, donc via des pays émergents. Et donc ce dispositif pourrait servir d'exemple puisqu'on a pu le faire pour des substances, je pense pour les questions de droits sociaux, on pourrait se dire qu'on peut quand même avoir les mêmes demandes. Et alors effectivement, il y a eu des questionnements aux fournisseurs, des questionnements aux clients, ça a été long, mais on a pu le faire. C'est vrai qu'il faut reconnaître que pour les PME, PMI, c'est plus lourd, mais ils ont moins d'entreprises, moins de filiales, moins de fournisseurs. Donc je pense qu'à force de dire, et moi je rejoins peut-être madame, c'est ce que j'ai dit d'ailleurs dans différents papiers, c'est peut-être effectivement, c'est ce que demande d'ailleurs la réglementation nationale et la réglementation européenne, c'est ce qu'on souhaite, qui est peut-être un dispositif plus contraignant pour qu'on sache où on va sur ces sujets. On ne peut pas à chaque fois invoquer le fait
qu'on n'a pas les responsabilités, parce qu'il me semble, moi, ayant travaillé dans un grand groupe, c'est beaucoup plus difficile après. Et vis-à-vis des ONG, moi j'ai beaucoup travaillé avec les ONG quand j'étais dans ce grand groupe, j'ai fait des débats de parties prenantes en off et en in. Il me semble que, même si tout n'est pas rose, surtout si je donnais le nom d'entreprise, tout n'a pas été rose, mais je pense quand même qu'on a pu, je ne le ferai pas par correction, puisque là je parle en tant que personne, et que je n'y suis plus, donc la correction veut que je sois, mais je pourrais le dire aux personnes qui le souhaitent. Mais voilà, moi c'est mon expérience, ma connaissance aussi des ONG, parce que je travaille beaucoup avec les ONG, mes autres casquettes, et je pense qu'important c'est la transparence. Moi il me semble qu'il faut un minimum de hard law pour qu'on puisse, et puis en plus je rappelle, on est obligé de travailler, et vous l'avez très justement dit en tant qu'entreprise aussi, sur le level playing field, et si on n'a pas un dispositif équivalent, vous l'avez rappelé, à l'import, à l'export et tout, on va mettre en avant la compétitivité des entreprises. Là vous avez raison, mais je pense que les droits sociaux peuvent demander autant que pour les substances chimiques. Je peux intervenir sur l'histoire du juridique? Parce que moi, je suis une PME et je suis à la fois sous-traitant donc des très grands groupes, parfois de premier rang sur le domaine de l'e-learning, et à la fois, j'ai moi-même des sous-traitants. Enfin, moi, je pense que, en tant que, si on veut faire du développement économique dans les États, dans les pays, etc., en Afrique en particulier, le juridique, déjà pour moi c'est un problème, j'imagine que ça doit être un problème énorme, parce que en fait, quand vous travaillez avec, si tout est lié au juridique, vous, PME, vous recevez de la part de votre contractant principal des documents juridiques, ce qui est normal, parce que tout est juridique. Donc de mes très grands comptes, on reçoit des pavés, mais qui sont juste insupportables, quoi, je veux dire. Donc, il faut avoir soi-même des juristes pour suivre ça, etc., ce qui n'est pas possible pour la plupart des PME. Donc moi, je suis plus pour, personnellement, non pas vraiment, des contraintes juridiques, bien sûr, il faut que les gens soient liés par le fait de faire des bêtises ensemble, mais par contre, je pense que je suis beaucoup plus pour la transparence réelle, qui oblige effectivement tous les partis à faire bien les choses, plutôt que par du juridique, parce que plus on va dans le juridique, plus c'est compliqué, et plus on risque de faire des bêtises, je trouve. Et quoi qu'il en soit, aujourd'hui, pour un groupe de la taille du nôtre, de toute façon, la relation avec les sous-traitants, elle est déjà de toute façon formalisée, contractualisée, j'allais dire, avec l'idée de permettre, ou en tout cas d'accompagner la montée en compétences ou d'accompagner une plus grande exigence de la part de sous-traitants locaux notamment. Pour la raison même que, en dehors aujourd'hui de cadre légal, si un sous-traitant commet un acte, je veux dire, qui soit attentatoire aux droits de l'homme ou autre, de toute façon, nous serons aussi responsables finalement, ou en tout cas dans une chaîne de responsabilité, nous aurons aussi notre réputation atteinte par cela. Donc de fait, il y a quand même déjà une contractualisation. Alors, elle se formalise différemment, c'est des clauses. L'idée n'est pas d'aller à une judiciarisation extrême, mais à l'inverse, de négocier quand même avec les sous-traitants pour avoir un peu plus d'exigence et d'accompagner cette exigence par des formations notamment. Y a-t-il une ou deux dernières questions avant de clore le sujet? Yann Keinek. Je voudrais encore faire une remarque sur le sujet là, des sous-traitants. Là, alors, attendez, juste, il y a Yann là-bas au fond, levez le bras depuis tout à l'heure. Mais on revient à vous juste après, monsieur. Merci. Bonjour, Yann Keinek, juriste. L'ancien directeur de Sherpa que je suis a beaucoup apprécié les échanges. Aujourd'hui, je suis consultant, donc il s'agit de faire un peu le pont peut-être entre le monde des entreprises et le monde des ONG, et le droit étant au milieu. Je pense que le sujet de la proposition de loi qui est en cours, qui est aujourd'hui dans les circuits parlementaires, c'est une excellente occasion pour les entreprises françaises du CIAN et les autres, et les ONG, de se coaliser pour justement obtenir un fair level playing field dans d'autres instances, à d'autres niveaux, de faire la pédagogie d'une telle législation. Parce que la sécurité juridique, manifestement, elle est réclamée par tout le monde. Donc quelque part, peut-être qu'il y a des ruptures culturelles à établir, de part et d'autre. Sherpa a quand même une vraie culture du partenariat avec les entreprises, hein, même si souvent ça s'initie avec un conflit.
Mais l'accord signé avec Areva, par exemple, il y a quelques années, nous a été beaucoup reproché. Mais néanmoins, ce sont des vraies démarches de progrès, je pense, de ce point de vue. Donc je pense que là, le bridge qui peut être établi aujourd'hui dans les débats sur hard law, soft law, en témoigne ce qui se passe avec Bolloré. Je pense qu'il y a un suivi à faire de part et d'autre, très sérieux. Et je crois que c'est ça qui est à l'œuvre. Donc il va falloir en faire le bilan dans quelques mois. Mais vraiment, le débat sur la régulation, la responsabilité des sociétés mères, la responsabilité des donneurs d'ordre, le Rana Plaza, ce drame a juste témoigné aujourd'hui que les pratiques contractuelles étaient encore pas tout à fait optimales. C'est quelque chose qui est ressorti de façon assez précise dans le rapport justement réalisé par le PCN français sur le drame du Rana Plaza. Ce qu'on peut constater aujourd'hui, c'est qu'il y a certains sous-traitants, ce qui démontre un vrai progrès, qui biffent la clause RSE des contrats du donneur d'ordre. Ça veut dire, c'est une bonne nouvelle, hein, ça veut dire qu'ils sont en train de considérer qu'en signant ça, ils s'engagent sur quelque chose qui, dans certaines conditions, ils ne pourront pas le respecter, ils le savent, parce que les conditions économiques du contrat, les délais de livraison ne leur permettront pas d'être vraiment compliant avec cette obligation très vertueuse hein, que le donneur d'ordre leur met sur les épaules. Donc là aussi, la PPL sur le devoir de vigilance a vraiment sa pertinence pour générer ce débat-là. Et je pense qu'il faut aussi en faire un vrai outil de pédagogie, mais quelque chose de constructif de ce point de vue. Le fair level playing field, il ne viendra pas de seulement le côté des entreprises, seulement le côté des ONG, il viendra ensemble. Je pense que le temps est venu de lobby conjoints dans les instances clés. L'OCDE en fait partie, Bruxelles en fait partie, évidemment l'ONU également. Et je pense que la France est dans une position assez singulière et crédible pour mener ce type d'aventure de lobby commun. Merci beaucoup. Yann, monsieur, vous vouliez ajouter un commentaire? Oui, sur cette question de la sous-traitance, d'abord, peut-être à tort, mais je pense qu'on pourrait quand même tomber d'accord sur un principe qui est qu'une entreprise ou toute organisation ne peut pas être responsable de ce qu'elle ne contrôle pas. Donc moi, ça me choque profondément d'imputer une responsabilité et donc des sanctions à un organisme ou à une entité qui n'y peut rien. Bon, donc déjà, ça c'est un principe, on pourrait quand même se mettre d'accord là-dessus. Bon. Donc, ce qu'on pourrait quand même avancer, c'est de dire que, bien sûr, il faudrait que pour la sous-traitance, les entreprises aient une obligation de moyens, c'est-à-dire imposent un certain nombre de choses à leurs sous-traitants, contractuellement, sans aller dans le... Parce que je suis assez sensible à l'argument de la lourdeur juridique, sans aller dans les pavés juridiques ou des contrats de 55 pages, mais quand même imposent des choses, oui. Et les surveillent, et quand ils en ont connaissance, prennent des sanctions ou fassent changer les choses. Ça, je suis d'accord là-dessus à 100%. En revanche, quand le sous-traitant opère une action délictueuse et que le donneur d'ordre n'en est pas au courant, je trouve ça quand même très difficile d'accuser ou même de pénaliser le donneur d'ordre. Et là arrive à ce moment-là un autre sujet, qui est comment tout donneur d'ordre dans ce cas-là va-t-il gérer ses risques. Je rappelle qu'une entreprise est un investisseur. Son premier truc, son première réaction, son premier travail, c'est de mesurer le risque. J'ai une idée, j'ai un produit à vendre, j'ai quelque chose à développer. Quel est le risque d'investir un certain nombre de millions d'euros dans cette affaire ou dans ce pays ou dans ce produit? Quel est mon risque? Si on lui dit que son risque, entre autres, est de supporter tous les délits possibles de 10, 20, 50, 30 sous-traitants, il risque de ne pas y aller. Et enfin, dernière remarque, je pense qu'il faut une égalité de traitement entre tous les acteurs. Et donc, j'incite quand même, et notamment, moi je représente les entreprises qui travaillent en Afrique, et donc nous avons des concurrents qui ne sont pas européens ni américains, et donc j'incite quand même à faire attention à ce qu'il y ait une égalité de traitement entre tous les acteurs. Si vous voyez ce que je veux dire, il peut y avoir des acteurs qui peuvent ne pas avoir les mêmes obligations. Et c'est une manière quand même de leur tracer la route d'une manière sympathique pour eux et pas pour nous. Bon, une dernière remarque, mais peut-être en marge, on peut continuer, Sandra, avant de conclure. Non, mais juste mais très rapide, hein, sur la chaîne de sous-traitants, j'ai du mal à laisser passer ça. C'est-à-dire que oui, en effet, on ne peut pas dire qu'une entreprise soit responsable de ce qu'elle ne contrôle pas, de ce qu'elle ne maîtrise pas. Or, l'entreprise va se cacher derrière ce terme de « je ne contrôle pas mon sous-traitant ». En fait, très souvent, elles sont quand même des donneurs d'ordre principal. Et en demandant à son sous-traitant de
de fournir certaines commandes dans certains délais à certains prix. On sait très bien que le sous-traitant va sous-traiter. Et donc, on ne peut pas se cacher derrière ça en disant « je ne savais pas », parce que je lui impose des conditions qui font que de toute façon, au bout de la chaîne, il y aura une violation de droits humains ou de droits de l'environnement. Donc, on ne peut pas se cacher derrière ça en disant « je ne savais pas ». Donc, oui, en tant que donneur d'ordre, vous pouvez être responsable des commandes que vous avez passées. Ça, c'est un terme, en effet, de l'entreprise, ça s'appelle la gestion des risques. Merci à tous. On peut continuer évidemment. Je voudrais vous remercier déjà d'avoir été attentifs et d'avoir participé à cette session. Évidemment, on suivra, on se donne rendez-vous peut-être dans 24 mois pour revenir sur le sujet et se dire mais finalement, que s'est-il passé? Transparence, contractualisation, plateforme de dialogue instituée, répliquée. En tout cas, c'est le genre de choses qu'on suivra d'assez près. Merci à vous et très bonne continuation. Merci.